Alors, concernant les éléments de base sur le tracé routier, on a plusieurs critères de base qui permettent de guider le choix des caractéristiques techniques et ils sont représentés ci-dessous. Donc, on a la fonction de la route, c'est-à-dire la classification de la route, que ce soit en première catégorie, deuxième catégorie ou bien hors catégorie. On a aussi le deuxième critère, c'est le trafic, c'est-à-dire le nombre de véhicules donc parcourir dans une chaussée à une durée déterminée, que ce soit par jour, par mois ou bien par année. Et enfin l'environnement de la route, c'est-à-dire toutes caractéristiques topographiques, géologiques, hydrologiques au voisinage de la route. Alors ces données sont fondamentales. Pourquoi? Pour fixer en particulier les caractéristiques du tracé en plan. Donc c'est quoi le tracé en plan? Alors par définition, il est constitué d'alignements droits, de courbes circulaires et de courbes progressives. Et pour le profil en long, donc c'est un profil qui est constitué d'alignements droits et de courbes verticales, et ainsi que celle des ouvrages d'art, donc ce sont des ouvrages d'assainissement. Alors le choix des caractéristiques doit en résulter d'une analyse économique prenant en considération les données du terrain, donc comme on a déjà dit, c'est la topographie du terrain et le trafic. Concernant la cinématique des véhicules, donc on parlera de la vitesse de base et la distance de freinage. Alors la vitesse de base, c'est la vitesse maximale qui peut être appliquée dans les conditions normales de sécurité sur une certaine longueur de la route par un véhicule en circulation libre. Donc c'est la vitesse de base qui correspond à chaque catégorie routière comme il est présenté dans le tableau. Alors comme par exemple si on est dans une classe de route de première catégorie, donc sa vitesse de base, donc c'est une vitesse maximale à ne pas dépasser et c'est l'ordre de 100 km/h. La distance de freinage, donc c'est la distance que parcourut le véhicule pendant le temps de freinage qui annule totalement sa vitesse initiale, supposée par exemple la vitesse de base en km/h. Alors donc c'est la distance à l'instant t auquel le conducteur donc appuie sur le frein et jusqu'à donc l'arrêt de la véhicule. Donc c'est la distance de freinage. Alors le schéma suivant nous présente le profil en travers type. Donc c'est l'un des éléments de base essentiels d'un tracé routier. Donc ils définissent donc la coupe transversale de la chaussée. Il permet d'identifier donc la largeur de la chaussée, donc en mètres. Il permet aussi d'identifier donc l'épaisseur de la chaussée constituée de différentes couches, en partant d'une couche de fondation, la couche de base, la couche de forme et aussi la couche de roulement. Aussi, dans le profil en travers, on peut présenter donc la déclinaison du dévers à 2% ici, 2,5%. Aussi la pente des talus. Donc voilà les différents composés d'un profil en travers type. Alors concernant le profil en long, alors c'est un profil qui est constitué d'un alignement. Elles sont raccordées par des courbes, comme il est présenté dans le schéma. Et ces courbes assurent un changement uniforme de la déclivité, c'est-à-dire de pente. Donc c'est un raccordement pour les pentes d'une pente ou bien d'un premier au deuxième alignement. Donc dans un alignement à un autre, donc il y a un raccordement par des pentes ou bien des paraboles avec des angles différents, que ce soit avec des angles saillants, ils sont inférieurs à 180 degrés, ou bien des angles rentrants, ils sont entre 180 ou bien 360 degrés. Alors la courbe qui satisfait cette condition, ce sont généralement des paraboles, et la déclivité est donnée généralement en pourcentage, ou bien la déclivité ou bien l'inclinaison. Alors si la déclivité est négative, alors ici on parle du pente. Par exemple,
La pente 2, c'est une pente, on dit que on a une déclivité qui est négative, alors on parle d'une pente. Et pour la pente 1 et pente 3, alors ils ont une déclivité qui est positive, donc on parle d'une rampe. Et dans le cas où on a la déclivité est nulle, alors ça peut être, donc c'est un palier. Le tracé en plan, c'est la projection de l'ensemble des points sur un plan horizontal. Et ce plan horizontal, il est repéré par des coordonnées cartésiennes données par le topographe. Et en général, on peut dire que le tracé en plan, donc c'est une projection de l'axe de la route. Alors généralement, le tracé en plan, il est constitué des droites, des alignements droites. Et ces alignements, ils sont raccordés par des courbes, ou bien ce sont des arcs de cercle. Aussi, cet ensemble-là, ces courbes aussi, il peut être raccordé par des clotoïdes, ou bien ils sont appelés des courbes de raccordement progressif. Alors les clotoïdes, on va l'expliquer par la suite. Alors, il y a plusieurs règles à respecter dans le tracé en plan. Donc, dans ce tracé, il y a plusieurs règles, donc avant l'aménagement du terrain. Alors, il faut éviter de passer dans des terrains agricoles, et aussi pour des raisons économiques, il faut éviter le franchissement des oueds ou bien des chevaux. Donc il faut l'éviter pour tout ouvrage d'art qui est très important. Donc au niveau d'économiser le coût du projet. Et on peut utiliser aussi des grands rayons, donc pour le raccordement des alignements, si l'état du terrain le permet. Donc si l'état du terrain est normal, c'est-à-dire la topographie du terrain elle est très bonne, donc pour cela on peut utiliser des grands rayons de courbure. Et aussi dans un tracé en plan, il faut respecter la côte la plus haute. Pour cela, il faut avoir donc un tracé en plan au-dessus de la PHE, c'est-à-dire la côte la plus haute pour toute oued qui est très important. Et aussi dans un tracé en plan, il faut se raccorder généralement sur les réseaux existants. Donc voilà des règles qu'il faut ainsi respecter dans le tracé en plan. Alors, nous présentons maintenant les étapes d'élaboration d'un projet routier. Donc, ce sont des étapes qui sont préliminaires avant l'exécution d'un projet routier. Et ces étapes, ils sont essentiellement basées par, en premier lieu, le recueil des données et données de base. Donc, ils sont basés essentiellement par la détermination d'une carte topographique de la zone étudiée. Aussi la morphologie géologique ou bien la carte géologique de la zone étudiée et les ressources en eau ou bien la carte climatologique. Deuxième étape, c'est la détermination des données de base. Donc, par identification de la situation géographique, en déterminant les coordonnées du terrain X et Y, suivant les systèmes de coordonnées de Lambert. C'est-à-dire on va déterminer l'origine et la fin du projet suivant le système international de Lambert. Aussi, on va identifier la partie géologique, c'est-à-dire la morphologie du terrain traversé par le tracé étudié, la partie climatique et végétation,
aussi l'identification des données socio-économiques, c'est-à-dire la population, le nombre d'habitants donc, dans la zone étudiée, les avantages socio-économiques. Alors ces avantages, par exemple, le rapprochement des populations et les équipements sociaux au niveau du trafic, au niveau du tracé routier, quel que soit école, centre de santé, ainsi de suite. Et aussi le développement, par exemple le développement commercial et tourisme, ainsi que l'agriculture de la zone étudiée. Et enfin, nos données sur le trafic, c'est-à-dire le nombre de véhicules que parcourir donc, dans cette zone. La troisième étape, c'est la conception plan. Donc, c'est une étape d'élaboration géométrique du tracé routier. Il est considéré généralement pour étudier la conception plan ou bien le tracé routier par l'identification des rayons de courbure en plan, aussi la détermination des profils en long, c'est-à-dire la déclivité maximale, que ce soit en pont et rond, les rayons de raccordement entrant et saillant. Concernant aussi le profil en travers, on déterminera la largeur de la chaussée, la largeur de la plateforme, et aussi pour les pentes des talus et des ailes. Et le calcul de curvature, c'est-à-dire le calcul de curvature de remblai et de déblai. Quatrièmement, les ouvrages d'assainissement et dispositifs de drainage. Donc ici, on va étudier l'étude hydrologique du projet routier, c'est-à-dire l'emplacement des ouvrages d'assainissement, quel que soit bus, dallo, radier, ouvrage d'art, ou bien des tranchées drainantes. La cinquième étape, c'est le dimensionnement de la structure de chaussée. Donc cette étape elle est basée par l'étude géotechnique du terrain pour la détermination de la nature du sol, sa portance, le trafic, le climat de la zone, les matériaux disponibles dans la région. Et enfin, la dernière étape, c'est l'estimation du coût du projet. Alors passons maintenant aux descriptions fonctionnelles des couches de chaussée. D'une manière générale, lorsqu'on est amené donc à étudier la fondation d'une chaussée, alors il y a la partie supérieure des terrassements, ou bien le sol support. Et au-dessus de cette partie-là, donc il vient le terrassement de la chaussée, ou bien la rase de terrassement. Donc à partir de la partie supérieure de terrassement, donc on peut intégrer une couche de forme, donc comme vous voyez dans le schéma. Et au-dessus, on peut trouver donc les couches d'assises avec une couleur jaune. C'est une couche, il peut constituer d'une couche de fondation et ou bien la couche et la couche de base. Donc ils sont appelés les couches d'assises et ils sont fonctionnels à partir de la plateforme support de la chaussée. Il vient ensuite donc les couches de surface et on peut trouver donc deux couches, la couche de liaison et enfin la partie supérieure de la couche de surface, c'est la couche de roulement. Donc voilà les différents types de couches qu'on peut trouver dans une chaussée. La couche de forme a des rôles qui sont très importants au cours de la phase de construction ou bien d'exécution et aussi à long terme. Parmi les rôles de la couche de forme, on a la traficabilité des engins. Cette traficabilité, donc l'importance du sol, nous permet d'assurer la circulation des engins pendant les travaux d'exécution. Donc le premier rôle de la couche de forme. Concernant le nivellement, donc ce nivellement, il permet de garantir la régularité de l'épaisseur des couches. Donc on a des épaisseurs qui sont uniformes des couches de la chaussée.
Et concernant le compactage efficace, alors la couche de forme permet de garantir un support qui est rigide et qui va nous permettre d'un compactage efficace et correct de la chaussée. Enfin, donc, le rôle, parmi ces rôles, on a la protection contre de la rase. Donc, ils nous permettent donc une grande résistance vis-à-vis du gel ou bien de la pluie, c'est-à-dire de drainage des eaux pluviales. Donc, la couche de forme présente plusieurs avantages. Elle présente des caractéristiques minimales à court terme pendant la phase des travaux qu'on a déjà cité, donc sa traficabilité, le nivellement, l'affirmabilité et la résistance. Et à long terme, pendant l'exploitation de l'ouvrage, donc après l'exécution, alors les fonctions à long terme se rapportent au comportement de la chaussée en service, c'est-à-dire sa portance et son comportement à savoir. Alors on a l'homogénéisation de la portance, c'est-à-dire on a une portance tout à fait uniforme et homogène le long du tracé routier. On dispose aussi d'un maintien très important de la portance minimale de la plateforme. Et comme on a déjà dit, il va nous permettre une contribution au drainage de la chaussée. Cette couche de forme, il peut être inexistante ou bien réduite. Donc selon la nature des sols, le climat, environnement et aussi le trafic du chantier. Alors il se peut que cette forme, il peut être inexistante. Donc c'est-à-dire on peut négliger cette couche vu qu'on a par exemple un sol qui est très important ou bien un remblai de sol qui a une portance qui est très grande. C'est-à-dire les qualités requises de l'importance, on est permet donc de négliger ou bien de réduire cette couche à une couche qui est très mince de réglage. Alors cette couche de forme, il est constitué d'une ou plusieurs couches de matériaux. Il peut être constitué d'une ou plusieurs couches de matériaux différentes, incluant éventuellement un géotextile qui permet de drainer l'eau aussi pluviale, ou bien il peut être aussi augmenter la résistance du sol. Alors passons maintenant aux couches d'assises. Alors l'assise de la chaussée, elle est généralement constituée de deux couches. La couche de fondation et la couche de base. Donc la couche de base, elle est en dessus de la couche de fondation. Généralement, les couches d'assises, ils permettent de réduire toutes les contraintes diffusées sur le sol support. Et spécifiquement la couche de base qui est la couche supérieure. Alors, ces couches sont en matériaux élaborés, le plus souvent en matériaux liés pour les chaussées à trafic très élevé. Donc voilà, c'est pour cela qu'on met ces couches d'assises puisqu'ils sont liés pour les chaussées à trafic qui est très important. Alors, ils apportent à la chaussée la résistance mécanique, comme on a déjà dit, donc puisqu'il y a une contrainte qui est très importante, donc on met ces couches-là avec des matériaux qui sont très spécifiques pour résister aux charges verticales induites par les roues des véhicules. Généralement, les engins qui ont une poids qui est très importante. Donc voilà, il applique une charge qui est très importante et pour cela, il faut donc introduire une couche avec des caractéristiques mécaniques pour permettre de résister à ces charges-là. Et comme aussi ils répartissent les pressions sur la plateforme. Donc les pressions, ils vont se répartir suivant les contraintes donc déterminées afin de maintenir les déformations, donc afin d'éliminer toute déformation de ces trafics-là à ce niveau dans des limites admissibles. Donc voilà les notions de base de la couche d'assises. Le schéma suivant nous présente donc les rôles de chaque couche. Donc comme il est présenté donc à chaque couche là, donc il présente un objectif qui est déterminé. Alors à partir de la partie supérieure de terrassement, on trouve la couche de forme
et éventuellement elle est destinée pour la portance homogène du sol. Cette couche elle est peu sensible à l'eau et comme ils permettent le drainage des eaux pluviales. Au-dessus donc on trouve la couche d'assises. Donc ces couches là, donc ils sont constitués comme on a déjà dit avec une couche de fondation et la couche de base. Ils ont un rôle qui est structuré. Pourquoi? Car il permet de réduire ou bien d'éliminer les contraintes diffusées au sol support. Et donc à la hauteur on trouve donc la couche de surface. Donc c'est une couche dont l'objectif donc pour l'usager, alors il permet le confort et la sécurité du conducteur. Alors c'est une couche qui est très sollicitée et elle est résistante à l'usure par frottement des pneus et aux intempéries. Donc voilà les différents rôles des couches.